On est sur le bateau, on est sur le Beagle, on est quelque part au sud de l'Amérique du Sud avec Charles Darwin. C'est possible? Ah, je crois que c'est possible. Je crois qu'on était, en effet... moi, je pense plus vers le départ, sur le départ de Charles Darwin, quand il part d'Angleterre et que bah, tout tourne dans sa tête. C'est ça, les oiseaux marins, les goélands qui chantent, c'est les ports, c'est là où on part, c'est le départ et c'est aussi le retour de la terre promise lorsqu'il revient après 5 ans de voyage autour du monde. Et c'est ce qu'on veut symboliser justement par ce voyage musical de Charles Darwin, c'est ces chants d'oiseaux qui sont omniprésents dans son image intérieure de ce voyage. On a l'impression, quand on parle de Charles Darwin, on pense au père de la théorie de l'évolution qui a révolutionné notre façon de voir le monde et notre place de tout l'univers vivant dans l'histoire de la planète. Mais là, on parle de musique. C'était quelque chose d'important, la musique, pour Charles Darwin? Alors, ce qui est fou chez Charles Darwin, c'est que la musique, et surtout le monde sonore, a été autour de lui. Donc, c'est-à-dire qu'il a voyagé, il a vu des contrées lointaines, il a entendu des nouveaux sons, mais il avait aussi chez lui une éducation presque musicale, et il était très proche de la musique, entre guillemets, savante, écrite de l'époque, et il a toujours voulu, et c'est ce qui est fou, c'est qu'il a toujours voulu avoir une femme qui pouvait jouer de la musique. Mais dans son cabinet de curiosité, là où il travaillait, là où il a écrit ces théories, là il y avait encore justement des restes d'os et de syrinx d'oiseaux. Et ben, il y avait le piano de son épouse et c'est sous les notes de Chopin qu'il a pu rédiger justement toutes ces théories. Donc il y a toujours une interaction justement entre un fond sonore, il vit dans un monde sonore en tout cas, il vit à la fois dans le monde du piano, de Chopin, mais aussi dans un monde sonore de ce voyage, de cette mémoire des chants d'oiseaux qu'il a décrit justement précisément. Dans cette mémoire aussi des cérémonies rituelles qu'il a pu voir au cours de son voyage et de ces instruments que l'on a pu rapporter, que Pierre Hamon justement nous présente par exemple, c'est des instruments, des choses qu'il a pu entendre dans son voyage. Là, sur la table, on a tout un instrumentarium. Est-ce que c'est tous les objets que Charles Darwin aurait pu récolter lors de ce voyage? Alors, on pourrait dire que ce n'est pas tout à fait quand même tous les objets qu'il aurait pu rapporter parce qu'il y a beaucoup d'instruments qui viennent de très vieilles civilisations ici. Et donc, nous avons voulu, en fait, avec la musique, faire plutôt une sorte de miroir des pensées de Charles Darwin. C'est-à-dire que c'est un univers sonore qui va être aussi riche finalement que cet univers animal et minéral aussi qu'il va découvrir en Amérique du Sud. C'est un peu l'origine du son. Après, c'est aussi la biodiversité sonore. C'est la biodiversité sonore comme tous les instruments, tous les sons qu'a pu entendre Charles Darwin durant son voyage. Et il était essentiel pour nous de revenir aussi à une origine du son. Donc quel instrument on pouvait s'imaginer quel instrument pouvait jouer un homme préhistorique à l'époque, ou même le premier son. Un miroir à l'origine des espèces. Exactement. Et donc, dans les premiers sons que l'on peut trouver, il y a ce sont uniquement pratiquement des instruments à vent qui fonctionnent avec le vent. C'est là en calamus de Condor, là. Ah. Ça, c'est très très beau à voir. Voilà, donc les calamus, c'est les tiges qui sont dans le corps de l'oiseau et qui représentent les plumes. Là, on a une plume de condor. De condor. Et ça, ce sont des flûtes qui étaient utilisées par les chamans. On en a retrouvé dans des tombes datant d'il y a à peu près 1 millier d'années et qui sont faites avec ces plumes de condor. Et alors évidemment, le condor, c'est l'oiseau emblématique du voyage du Beagle. Hein. Il va le retrouver à plusieurs occasions. C'est les plus grands oiseaux volants sur Terre. Et entre l'image qu'a vue Charles Darwin des condors partout dans l'Amérique du Sud et celle actuelle où ils sont quasiment en voie de disparition, il y a vraiment une sacrée évolution. Et ce qui est incroyable, c'est de redonner vie aussi à cet oiseau. C'est-à-dire que d'un coup, l'air devient un élément essentiel et par l'air, c'est-à-dire par l'expulsion de l'air, on redonne vie
à la syrinx que pouvait avoir l'oiseau, puis on redonne vie aussi au condor qui a pu exister en ramassant les plumes. D'ailleurs, c'est des plumes ramassées, c'est-à-dire que le condor perd ses plumes, il mue, et les plumes sont ramassées au niveau des falaises. Voilà, exactement. Oui, celles-ci, je suis allé les chercher en Patagonie, en fait. Voilà. Les Condoleezza. Alors, certainement que Darwin a rencontré ces plumes. Ça, on en est sûr. Ouais. Voilà. Après une flûte ancestrale en plume de condor, peut-être qu'il en a entendu un air, mais tout l'intérêt, c'est de trouver un pendant et un lien avec le voyage et le son, et le monde du son.